Reno Days, le forum de la rénovation énergétique globale et performante des bâtiments sur Radio Imo, Bâti Radio et Radio Territoria. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver en direct de Reno Days, de la seconde édition, le forum Reno Days. Et vous êtes également en direct sur Radio Imo, Radio Territoria et sur le YouTube de Bâti Radio. C'est le grand rendez-vous dédié à la rénovation énergétique et à la transformation du bâtiment. Je suis ravie parce qu'il y a un public énorme qui est là pour soutenir cette table ronde, pour encourager les présidents. Alors justement, c'est une séquence essentielle qu'on ouvre maintenant, essentielle de cette seconde édition, la table ronde des présidents, consacrée à un enjeu central pour la filière et pour le pays. Relancer la rénovation énergétique, comment optimiser le parcours par étapes vers la rénovation d'ampleur en s'appuyant sur la force de la filière professionnelle. Autour de cette table, comme vous pouvez le voir, je suis très bien accompagnée. 4 présidents, 4 personnalités engagées au plus près du terrain. Olivier Saleron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la FFB, la Fédération française du bâtiment. Jean-Christophe Repon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Stanislas Lacroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Uniclimat et José Préto, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la fédération Coedis. Bon, messieurs, en tout cas, merci d'être là. Qui représente, pardon, allez-y. Qui représente les distributeurs de matériel électrique et de génie climatique. Et c'est important de le présider. Et puis le président Uniclimat. Nous, on représente les industriels des métiers du chaud, du froid et de la ventilation. Et voilà, pour tous ceux qui ne sont pas encore au courant. Bon, merci d'avoir accepté cette invitation, merci d'être là. Il y a un grand nombre de personnes qui sont venues vous écouter. Vous représentez des pans complémentaires d'un même écosystème, entreprises du bâtiment, artisans, industriels, installateurs, qui partagent aujourd'hui le même objectif, on l'a dit, redonner du souffle, de la visibilité à la rénovation énergétique dans un contexte économique et réglementaire chahuté, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, les constats sont clairs. Il y a une activité en repli, on va en discuter, des aides publiques instables, une perte de confiance des ménages et malgré ça, la filière est mobilisée pour proposer des solutions concrètes. Et c'est ce dont nous allons parler. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec cette première question, donc une question qui est commune. Vous allez à tour me répondre. La question est la suivante. Dans un contexte marqué par une situation géopolitique instable, une incertitude économique persistante et des enjeux environnementaux de plus en plus pressants, comment, messieurs, évaluez-vous la santé actuelle des entreprises du bâtiment dans chacun des secteurs de la filière que vous représentez? Et on va commencer avec vous, Olivier Saleron, donc président de la Fédération française du bâtiment. Oui, donc rebonjour à tous. Écoutez, la santé financière des entreprises, depuis 2 ans, on est en récession. On a perdu 5,5% de chiffre d'affaires l'an dernier en 2024. Et malheureusement, cette année, on va encore perdre 3,5%. Donc, en cumul, on est pratiquement à 10% de moins de chiffre d'affaires dans les métiers du bâtiment, qui représentent quand même 215 milliards d'euros. Vous voyez un peu la tragédie pour beaucoup de salariés, pour beaucoup d'entreprises. Et donc, ça touche tous les pans de l'économie. Après le logement neuf, et on le sait, sur l'individuel, la maison individuelle, sur le logement collectif, et bien aujourd'hui, malheureusement, c'est la rénovation énergétique qui est touchée. On est en récession de plus d'1%. Ça paraît rien du tout, mais c'est quand même des milliards d'euros en moins que l'échelle d'entreprise et que les entrepreneurs, mais aussi que les salariés formés, techniciens, vont se retrouver, sûrement certains, sur le bord de la route. Et ça, c'est non seulement une tragédie, c'est un scandale, parce qu'on pensait que la rénovation énergétique pour les prochaines années allait permettre, nous, entrepreneurs, d'entreprises, artisans, d'investir. Ben, c'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui, il y a une instabilité chronique. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'on va dire qu'il n'y a pas d'instabilité, puisqu'on ne sait même plus qui fut quoi, le ministre, ex-démissionnaire ou pas. Ah ben si, moi j'ai eu mon 8e ministre du logement en 5 ans et demi. Bon, seulement pendant 14 heures. J'ai pas eu le temps d'en profiter, on n'a pas eu le temps de s'envoyer quelques textos. Mais, vous voyez, on en plaisante. Mais quelquefois quand on doit remettre de l'optimisme chez ces entrepreneurs, quand on doit montrer la voie sur plusieurs années, quand on a envie d'avoir une planification sur 3, 4, 5, 10 ans sur la politique du logement, ben, ça ne fait pas sourire, ça fait plutôt pleurer, mais vous savez, on est optimiste en nous-mêmes, entrepreneurs du bâtiment. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on entraîne le reste de l'économie là-dessus. Et quand je parle des entreprises, c'est aussi des distributeurs, c'est aussi, il ne faut pas les oublier, tout ce qui est
fabricants de matériaux, tant mieux. Il y a des fabricants de matériaux en France qui sont exceptionnels au niveau mondial. Ben, malheureusement, ceux-là aussi, on les roule dans la farine. Donc ça suffit. Voilà. Le message est clair. Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, même question sur la santé actuelle des entreprises du bâtiment que vous représentez. Sur la santé des artisans que je représente, nous avons aussi un recul d'activité qui est aux alentours des 5% depuis 2 ans. Nous avons malheureusement détruit de l'emploi dans l'artisanat du bâtiment, dans les entreprises de moins de 10 salariés. 28 000 emplois détruits, alors qu'on devrait, comme l'avait dit la DARES, créer 200 à 300 000 compétences pour notamment travailler sur la rénovation énergétique. Et donc on a une partie de notre activité principale dans l'artisanat qui est la rénovation. Donc c'est une partie de la rénovation énergétique, mais aussi le mieux vivre l'habitat, confort d'été, confort d'hiver et le vieillissement de la population. C'est pour nous des éléments essentiels. On a une trajectoire à tenir, on avait des engagements à tenir, et ce manque de lisibilité que l'on a, politique bien évidemment, mais aussi de stratégie environnementale, gouvernementale sur le logement, nous permet pas de se projeter. Donc on a des artisans qui ont toujours été agiles, ils ont été essentiels, il fut un temps, et ils sont maintenant un peu résignés. Et donc on a aussi un énervement, une fatigue généralisée et un peu de radicalité qui monte chez nous par le fait qu'on a la sensation de ne pas faire partie de l'équation. Donc il faut à tout prix que les futurs gouvernements puissent derrière nous donner une trajectoire visible, intéressante, et ils auront la CAPEB comme partenaire pour pouvoir proposer de continuer à faire des propositions qu'on en a faites depuis plus de 2 ans. Radicalité qui monte chez vous ou sur le terrain ? Chez nous c'est sur le terrain, c'est-à-dire nos artisans sont de plus en plus agacés de voir qu'ils ne font pas partie de l'équation du marché actuel, et que malgré l'appétence et les aides publiques et l'accompagnement qui est fait notamment sur MaPrimeRénov', ils ne contribuent pas à cette richesse-là, et donc ils demandent, et c'est ce qu'on avait fait comme entretien avec Valérie Létard, sur comment on pouvait permettre le plus grand nombre d'artisans d'accéder à ce marché. Donc l'accès au RGE, donc le reconnu garant de l'environnement, sur une VAE, donc qu'il y a un maximum d'entreprises qui puissent accéder au marché, et non pas un marché tenu par quelques-uns, 55 000 entreprises, qui est réglementé par des dossiers administratifs. Et donc il faut le plus grand accès à ce marché-là pour l'ensemble des artisans sur l'ensemble du territoire. Stanislas Lacroix, président d'Uniclia, même question. Le secteur du génie climatique est impacté également. Quelle est la santé justement des entreprises, des acteurs que vous représentez ? Alors on est également extrêmement préoccupés. Ces grandes turbulences nous touchent maintenant depuis pratiquement 4 ans. On a mis en place un indicateur qui permet d'agréger. En fait, nous on travaille en volume. On n'est pas sur des indicateurs de chiffre d'affaires, mais en termes de volume des générateurs de chauffage, qui est très signifiant du marché en termes d'équipement. On a créé cet indicateur en base 100 en 2019. Il faut savoir qu'on était sur un indice 89 en 2023, 80 en 2024, et on s'attend à finir l'année, si ça continue ainsi, à autour de 73. Donc 27 points de moins sur cet indicateur en termes de volume sur les générateurs. Donc ça veut vraiment tout dire. Cette situation est extrêmement inquiétante. Malheureusement, la fin de l'année 2025 ne va pas améliorer les choses, et on ne voit pas pourquoi 2026 améliorerait le contexte actuel. Deuxième point, la filière, avec l'appui de l'État, s'était organisée pour accompagner la transition énergétique et investir avec la mise en place de ce C3IV, qui était du coup un crédit d'impôt ouvert pour les industriels à investir en France des capacités nouvelles. On avait prévu à peu près 200 millions d'euros d'investissement, c'était à peu près 1000 emplois qui devaient être créés. C'est ce qu'on avait réuni auprès de nos adhérents en termes d'information à la fin 2024. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de nos adhérents se questionnent. Beaucoup de ces investissements ne seront pas faits, pas du tout faits. Peu vont être concrétisés, donc ça veut dire que ça sera autant qui ne seront pas là pour soutenir la transition énergétique en termes de produits français. Donc une conjoncture qui est assez délétère. On ne peut pas continuer avec une situation de crise comme on nous l'impose, puisque je pense qu'on est beaucoup plus dans une situation de crise imposée aujourd'hui, tant sur le neuf que l'on vit que sur la rénovation. Ces aternoiements en fait sont extrêmement perturbants pour les industriels. On travaille sur des cycles longs, des temps longs d'investissement industriel pour des nouvelles gammes, des nouveaux équipements industriels. On est sur des cycles de 5-10 ans dans certains cas de figure. Et aujourd'hui, comme ça a été indiqué, quand on a des changements de pied aussi réguliers, les industriels ne peuvent pas s'organiser et accompagner. Et on le voit tout particulièrement avec ces chiffres de la rénovation qui sont extrêmement
préoccupants aujourd'hui, qui sont le soubassement de nos métiers. Savoir que le neuf est une chose, mais les volumes viennent de la rénovation avant toute chose, et que quand on a moins 26% sur la rénovation par geste, même si la rénovation d'ampleur trouve un peu plus sa place, c'est pas suffisant en termes de volumétrie, et on va continuer malheureusement à en souffrir, donc à être moins compétitif, moins en investissement, et pourtant on alerte l'État depuis maintenant plusieurs mois avec l'ensemble de la filière, et c'est pour ça qu'on a souhaité cette table ronde, pour montrer qu'on est unis face à cette difficulté, face à ce contexte. Unis face à ce contexte. José Préto, qu'en est-il des distributeurs que vous représentez, des distributeurs du second œuvre du bâtiment? Quelle est la santé de ces acteurs? Avant de parler de la santé des différents acteurs que nous représentons, je voudrais d'abord profiter de cette table ronde pour saluer et féliciter les intervenants, parce que rester un acteur engagé aujourd'hui, c'est savoir faire preuve de beaucoup d'abnégation. Et donc, merci messieurs pour le courage dont vous faites preuve tous les jours dans la démarche qui consiste à soutenir les efforts de notre écosystème. À l'évidence, les déterminants de la croissance ne sont pas au rendez-vous. Ça a été dit ce matin dans la conférence de presse au fond de cette salle et à l'instant par les différents intervenants. Moi, je pense qu'on vit un véritable shutdown économique, c'est-à-dire une paralysie de notre activité. J'ai aimé ce matin les mots d'un intervenant qui disait qu'en fait on parle beaucoup de stop and go, mais en fait on est plutôt dans une situation de stop aujourd'hui que de stop and go, parce que rien ne fonctionne. Et bon, alors shutdown, ça veut dire quoi? C'est un choc d'incertitude pour toutes les entreprises et pour les clients installateurs et pour les clients finaux. Ça veut dire une perte de confiance qui entraîne un attentisme, de la prudence de la part de nos clients finaux, et à la sortie, je fais très vite, mais à la sortie, bien sûr, des problèmes de trésorerie pour nos entreprises et donc des entreprises qui de plus en plus mettent la clé sous la porte. On parlait tout à l'heure, ce matin encore, de temps long dans le processus dans lequel on est engagé, sauf qu'il y a des entreprises qui n'ont pas le temps d'être longs pour survivre, quoi. Donc il faut, comme on se le disait ce matin avec Stanislas, savoir gérer à la fois le temps long et le temps court, parce que ça, c'est la solution, enfin c'est le seul moyen de rester en vie sereinement, quoi. Bon, je passe sur les chiffres qui ont été cités. On a atteint un point bas en 2024, manifestement, avec un effondrement du marché dû principalement au manque de lisibilité, au manque de stabilité et à l'arrêt de MaPrimeRénov'. Il semblerait qu'en 2025, on ait une forme de résilience sur les chiffres qui nous sont parvenus, sauf que cette résilience, elle est toute relative, parce qu'on est quand même en baisse, moins en baisse en 2025 qu'on était en 2024, mais ça reste quand même important. Et il y a encore trop de questions aujourd'hui en suspension gazeuse pour qu'on puisse rester optimiste sur l'année 2025. Bon, le message est clair également. Conjoncture délétère, vous l'avez dit, Stanislas, situation de crise, vous l'avez tous évoqué. Le secteur va mal. Bon, on a fait le constat, on a dressé le bilan. Maintenant, on va parler, on va se concentrer sur l'avenir. Quelles mesures concrètes vous proposez, maintenant qu'on a mis les choses en place, pour relancer justement cette dynamique du bâtiment? Je vais commencer avec vous, Jean-Christophe Repon. On a deux aspects évidents. Il faut qu'on arrive à amener le maximum d'entreprises à rentrer dans ce débat, dans ce défi de la transition énergétique, de la rénovation. Donc il nous faut ouvrir l'accès au marché et valider l'accès en VAE et sortir de la contrainte administrative qui est une contrainte pour les TPE et aller sur l'excellence et la compétence des entreprises. Donc il nous faut aller, et nous sommes d'accord là-dessus, sur de la VAE pour pouvoir derrière lutter contre la fraude en direct et avoir un contrôle, et on en a parlé ce matin aussi déjà, un contrôle digital qui est bien plus facile qu'un contrôle uniquement administratif, et en fait un contrôle sur la qualité du chantier plus que sur la renommée de l'entreprise, et donc sur la taille de l'entreprise. Et nous, c'est pour nous important d'activer les 500 000 artisans vers ce marché-là, et ça fera aussi pour nos amis industriels et distributeurs de l'activité, et vous rappeler que la rénovation est un secteur d'activité important. Et puis l'autre sujet d'importance, c'est comment on conjugue le temps court et le temps long, c'est-à-dire comment on se projette et comment nos clients, donc les particuliers, se projettent sur la rénovation énergétique.
énergétique et comment on leur donne le temps de trouver les solutions pour améliorer l'habitat, je le redis, avec confort d'été, confort d'hiver, et comment on se projette sur l'avenir et comment on a les moyens de le faire. Et on a bien vu que comme le parcours accompagné a été proposé, il a coûté très cher en très peu de temps et les finances publiques ne pourront pas nous permettre de pouvoir amplifier ce mouvement sur les 700 000 rénovations énergétiques que l'on a. Donc le parcours de rénovation qui est l'accumulation de gestes sur une durée déterminée, on l'a écrit, le parcours est devant nous, il est possible. Maintenant, il faut y mettre à côté un accompagnement financier de l'État et là, il nous faudra pour finir d'écrire ce parcours de rénovation énergétique, il faudra un gouvernement, un État qui puisse arbitrer. Mais ce parcours de rénovation sur un temps, sur 5 ans, nous permettra de mieux gérer l'enveloppe financière et de pouvoir diluer dans le temps l'effort de chaque particulier pour pouvoir rénover et d'obtenir les objectifs de rénovation. Donc, ce parcours de rénovation est un élément essentiel pour que les particuliers puissent se projeter dans la rénovation énergétique et n'ait pas un effet d'aubaine comme on a un peu vécu sur la rénovation dite globale et les 70 000 euros qui ont été mis sur la table. En fait, il faut que le Français sorte d'une démarche de « j'ai droit à quoi ?» à une démarche de comment je peux faire pour améliorer mon habitat, pour ma descendance et comment je peux mieux vivre l'habitat. Et ça, c'est un parcours et une stratégie qu'on a écrit, nous, la CAPEB, et qui faisait partie du rapport qu'on avait avec Madame Létard pour l'écrire dans l'année, pour que l'année prochaine, MaPrimeRénov' soit toujours bien présente et accompagne les particuliers, mais sur un temps plus long et plus intelligemment pour respecter et les finances publiques et les finances des particuliers et également l'accès au marché. Olivier Saleron, même question. Qu'est-ce que vous proposez justement pour relancer la dynamique ? La première chose, c'est de stimuler le marché, parce que avant de regarder dans la structuration de comment il faut faire et comment il faut se qualifier ou pas, vous savez qu'à la Fédération du bâtiment, on défend énormément la qualification, et donc, oui, il y a une petite part d'administratif qu'il faut faire, parce que sinon, c'est la porte ouverte aux escrocs, aux margoulins, aux voyous de toutes sortes, et ce que l'on a vu, évidemment, avec les opportunités depuis quelques années, et en particulier depuis l'an dernier. Là, c'est déjà la première chose. Donc, stimuler ce marché. Aujourd'hui, on le voit, s'il n'y a pas de trajectoire politique claire sur la rénovation énergétique des bâtiments, ni, bien sûr, des logements par MaPrimeRénov'. Donc, oui, il faut instituer des choses avec des personnes responsables. On parle beaucoup de la grande absente aujourd'hui, malheureusement, Madame Valérie Létard, qui, au milieu de cette actualité conjoncture sombre, a surnagé, nous a amené la lumière, en fait, je le dis assez fort, au niveau du logement neuf, mais aussi de la rénovation énergétique. Et d'ailleurs, elle a annoncé elle-même, si je n'ai pas les moyens, je n'y vais pas. Et donc, c'est ce qu'elle a dit dimanche. En fait, c'est ça. Alors, nous, on est obligés d'y aller parce que nous, on est organisation patronale et même syndicale. Et donc, on est obligé de trouver certaines solutions. Donc, oui, il faut une trajectoire claire de l'État. En France, c'est comme ça pour les plus modestes. Les plus aisés, ils se débrouillent d'ailleurs. C'est un marché qui se porte plutôt bien, les ménages aisés au niveau de la rénovation énergétique. Et ils n'ont pas besoin, ils ont peut-être besoin d'une petite carotte, quelques centaines d'euros pour lancer une rénovation. C'est les autres. C'est 70% des Français qui ne peuvent pas aujourd'hui rénover leur logement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc les modestes et les très modestes, alors effectivement, on a abaissé le seuil des 70 000 euros sur la rénovation globale à 30 000 euros. Ça va être très compliqué pour eux de pouvoir rénover leur logement. Voilà, il faut aller là-dedans. Et puis, il y a une mission qui vient de se terminer. Je pense qu'on n'a pas encore refermé le livre. C'est la mission sur la banque de rénovation qui a été confiée à Yannick Borne, très connu ici. Président de Procivis. De Procivis, qui fait partie d'ailleurs de l'Alliance pour le logement avec la FFB. Et beaucoup d'autres qui sont présents aujourd'hui. Eh bien voilà, innovons aussi avec les banquiers. Tout à l'heure, j'ai croisé un banquier, je dirais pas si, c'était Crédit Agricole Sofinco, etc. Je vais dire, mais je vais tous les citer. Voilà, bien sûr. Mais en tout cas, nous avons besoin d'innovation pour donner aux Français la possibilité de... Alors, il y a MaPrimeRénov', il y a aussi les C2E. Pour beaucoup au gouvernement, c'est la solution extrême, les C2E, c'est... N'oublions pas que les C2E, ce sont les obligés, et que de toute manière, c'est nous qui paierons la facture d'électricité à la fin, c'est-à-dire l'ensemble des Français. Donc attention à tout ce qui va être mis en place, mais il faut des aides parce que sinon, la majorité de nos concitoyens n'y arriveront pas. Maintenant, cette instabilité chronique fait fuir tout le monde. Donc, stabilité, planification, j'ai dit tout à l'heure, 3, 5 ans, 10 ans, tout ce que l'on veut, parce que les Français n'y croient plus. Aujourd'hui, quand il y a quelques jours
quelques semaines, rappelez-vous, on a brandi les cartons rouges, nous, à la Fédération du bâtiment. Ils voulaient nous arrêter les gestes simples en ne sachant pas quand est-ce qu'ils allaient, parce que ça, il faut le savoir, quand est-ce qu'ils allaient redémarrer. On leur avait dit septembre, non, peut-être en début d'année 2026. Scandale absolu. Il a fallu qu'on s'énerve très fortement, qu'on menace d'aller sur le terrain pour qu'on soit entendu. Ça, c'est n'importe quoi. On est au niveau du scandale absolu. Mais pourtant, on l'a fait. Là, regardez, on vient d'enlever le... Quand on parle à un Français qui a une habitation, on dit, pour vous, c'est quoi la rénovation énergétique ? Ah ben moi, c'est quand même la première des choses, c'est d'isoler les murs. Ah ben ça n'existe plus. Voilà, les murs intérieurs, ça n'existe plus. L'ITE, l'extérieur, aujourd'hui, ça y est, on a nettoyé, il n'y a plus de margoulin dans l'isolation par l'extérieur. Hein. Ça y est, c'est des entreprises qui se sont formées, qui ont formé des apprentis, qui sont sur le... Ben, on l'enlève au niveau des gestes simples. La fenêtre, elle a disparu depuis des années. Les chaudières très performantes, elles ont disparu depuis des années. Et alors... Pareil, l'espoir en chaudière bois, etc., vient de disparaître aussi. Donc oui, la rénovation énergétique aujourd'hui, par les 2-3 gouvernements, excepté la seule qui est tirée vers le haut, Valérie Létard, ben la rénovation, elle est morte. Donc il faut la ressusciter, là, dans quelques jours, et qu'on ait une trajectoire très claire. Merci Olivier Saint-Laurent. José Préto, même question. C'est à moi ? Oui, c'est à vous. C'est votre tour. Bon, écoutez, nous, chez Coedis, enfin, le conseil d'administration de Coedis, dans son immense majorité, pense tout d'abord qu'il faut essayer de trouver les chemins pour désintoxiquer le marché, pour réduire la dépendance aux aides et pour assainir ce marché qui, par trop d'interventions de fraudeurs, les fraudeurs participent à dégrader la perception et la confiance que peuvent avoir les clients finaux de ce marché. Alors c'est une injonction un peu contradictoire, hein, parce que désintoxiquer le marché en réduisant la dépendance de ce marché aux aides gouvernementales, alors qu'en même temps on réclame, et je le confirme aussi, un accompagnement, mais dans la durée, de façon structurée, planifiée, des aides du gouvernement pour aboutir aux objectifs que l'on s'est fixés, c'est aussi nécessaire. Donc il faut savoir, à mon avis, à la fois faire preuve d'innovation pour réduire la fraude avec l'IA, avec la blockchain, etc. Faire preuve d'innovation en matière de financement avec les banques ou avec les assurances ou avec d'autres organismes qui participeraient à ce mouvement. Et donc, ça, c'est la première chose. La seconde chose, ça a été dit par le président de la CAPEB, c'est trouver une troisième voie entre les monogestes et la rénovation globale, c'est-à-dire une voie qui à travers, qui part des monogestes pour arriver à la rénovation globale et qui constitue un ensemble qui soit digeste et acceptable pour les clients finaux. Bien sûr, pour ça, il faut faire preuve, et tout le monde le sait, de pragmatisme, de lisibilité, de stabilité, etc. Mais c'est probablement aussi cette solution-là qui nous permettra de sortir de l'ornière. Voilà le point de vue de Coedis, des distributeurs de cette fédération. Merci. Et on terminera avec le point de vue d'Uniclimat, Stanislas Lacroix. Peut-être trois points de notre côté. Le premier, on en a parlé, hein, c'est l'importance de l'accompagnement de l'État. Quand on parle de budget, c'est pas une autorisation de dépense, ça permet globalement de flécher, de mettre en confiance et en cohérence. Ce budget doit aller avec une capacité de l'État, à travers l'ensemble de ses dispositifs, de bien expliquer ce qui est attendu en termes de rénovation. Donc on n'est pas là pour ouvrir la porte à n'importe quoi, on est là pour permettre d'orienter en fait cette politique de fond. S'il n'y a pas de budget, les gens ne comprennent pas forcément ce qui est attendu. Je ne pense pas que les investisseurs particuliers se lèvent le matin en ayant compris ce que veut dire rénovation. Donc ces budgets permettent d'orienter correctement les choses. Et comme Olivier l'expliquait, quand on trouble un peu le jeu et on arrête certains types d'accompagnement, c'est pas très lisible pour un particulier. Quand on lui dit il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus d'isolation, ou c'est plus tout cool, et qu'on leur a dit pendant des décennies que la rénovation commençait par l'isolation, aller faire comprendre derrière que les autres gestes sont tout aussi importants et vertueux. Je ne suis pas sûr que tout à chacun comprenne. Donc premier point, un budget qui soit, si possible, dans le contexte que l'on connaît parfaitement d'une France en difficulté sur le plan budgétaire, un budget qui soit en tout cas
au plus proche possible de ce qu'on a connu cette année, bien utilisés, fléchés correctement, qui permettent du coup aussi d'être générateurs de performance pour l'économie française. Il ne faut pas oublier qu'1 euro investi par l'État, c'est jusqu'à 4 euros complémentaires de TVA, de travaux complémentaires, etc. Donc il ne faut jamais oublier cet élément-là. Donc c'est irrigue toute notre économie, des industriels jusqu'aux maintenanciers autour de ça. Deuxième point pour nous industriels, c'est la souveraineté industrielle de la France. C'est bien de mettre en avant qu'on va rénover, mais il faut le faire aussi, tant qu'à faire, avec des produits qui sont fabriqués en Europe et en France. Et aujourd'hui, on le redit, malheureusement, l'Europe ne prend pas ses responsabilités dans une situation géopolitique extrêmement complexe, où on voit beaucoup d'États se protéger leur économie, protéger leur valeur ajoutée, protéger leurs emplois. L'Europe n'est pas au rendez-vous. Et du coup, on appelle, comme c'est en train d'être fait, à travers une bonification C2E pour les pompes à chaleur, dont les circuits frigorifiques vont être montés en Europe ou en France, à avoir ce type de dispositif pour continuer à soutenir notre industrie de la pompe à chaleur et de tous les systèmes vertueux en transition énergétique et de décarbonation. Autrement, on n'aura plus de réponses et de solutions françaises et européennes. Je le dis, c'est critique, puisque ça a été dit dans d'autres cas. Aujourd'hui, on a une vraie difficulté de nos entreprises à suivre parce que les volumes sont moindres, la compétitivité est plus difficile et l'agressivité internationale l'est tout autant. Et en plus, quand on se retrouve devant une incohérence européenne, avoir des dispositifs comme la taxe carbone aux frontières, qui globalement est une pénalité de l'industrie européenne et française, et n'est qu'une incitation à les produire en dehors des frontières européennes, je ne vois pas bien quelle est la cohérence quand on parle de souveraineté. Donc ça, c'est un point majeur. Et le dernier, je vais reprendre un élément qui est cher à l'ensemble de la filière, et ce n'est pas en opposition, je le redis, avec la partie rénovation d'ampleur, qui a sa place, qui est importante pour des cas de figure, mais qui ne peut pas fonctionner dans tous les cas. Et on appelle, nous, comme ça a été dit, à avoir un parcours de rénovation par étapes, puisque c'est le sens aussi de beaucoup de particuliers, de démarrer par un geste. Et il faut lui donner envie de comprendre l'importance du second, du troisième. Il peut démarrer par un point ou un autre, peu importe. Il faut sûrement organiser les parcours avec intelligence, et c'est le travail qui est en train d'être fait en ce moment. Et ça permettra de faire comprendre, de renforcer la cohérence et du coup la lisibilité de l'importance de parcours de rénovation de qualité au final. Et un dernier point, que le gouvernement fasse confiance à la filière, aux experts, aux hommes qui sont sur le terrain, avec un grand H, qui sont sur le terrain et qui connaissent leur métier. Merci Stanislas Lacroix, merci pour ces analyses très précises, vos 4 analyses qui reflètent bien la diversité mais aussi la complémentarité des métiers. On perçoit à travers vos interventions, messieurs, une même conviction, la relance du bâtiment passera par la stabilité, la lisibilité des dispositifs et une approche pragmatique centrée sur la réalité du terrain. On va tout de suite donner la parole à la salle, au public, et il y a beaucoup de monde toujours. S'il y a des journalistes parmi vous, il y a un micro, on va donner des micros, il y a des micros qui se baladent, n'hésitez pas, vous attrapez un micro, vous pouvez poser vos questions, profitez-en, vous avez 4 présidents engagés qui sont là, qu'il s'agisse de questions sur les perspectives économiques, sur le parcours par étape ou encore sur les enjeux de structuration de la filière. Allez-y, posez vos questions, ne soyez pas timides. Voilà, une première question. Je vais ouvrir le bal, Étienne Glass-Batier-Actu. Juste revenir un petit peu dans l'ensemble. Combien on estime que le coût de l'instabilité en France cette année, c'est 9 milliards d'euros pour le PIB dans l'ensemble. Pour l'ensemble de votre filière, à vous, qu'est-ce que ça peut représenter comme manque à gagner voilà, dans l'ensemble? Alors, je ne sais pas si c'est Monsieur Saleron, Monsieur Repon, l'ensemble. Les deux, voilà, les deux, on va bien faire... entendu, voilà. Ouais. Mais c'est pour lancer le bal des questions. Voilà. Alors, allez-y, chacun... Vous voyez, quand on prend le global, donc le chiffre du bâtiment en France, donc sur le territoire français, à 215 milliards, quand on fait pratiquement moins de 10% de chiffre, de volume, ça fait 21 milliards d'euros de moins en 2 ans. 21 milliards d'euros de moins, quand on le calcule assez simplement, c'est
c'est un peu plus de 200 000 salariés qui sont, en danger déjà. Malheureusement, on est en à peine 2 ans à 65 000 salariés de moins, équivalent de temps plein en France, depuis le 1er janvier 2024, avec tous ces atermoiements et ces décisions inappropriées ou pas prises du tout. Je le répète, sur le logement neuf et maintenant sur la rénovation énergétique. On l'a pas dit, mais 16 réformes de MaPrimeRénov' depuis 2020. Donc ça fait très très mal aussi, non seulement aux entreprises, mais aussi aux salariés derrière pour la formation, pour les jeunes. Donc voilà quelques chiffres. Malgré le fait qu'à l'apprentissage, on ait battu les records l'année dernière entre les entreprises BTP, 100 000, 110 000 apprentis qui sont entrés dans nos entreprises, qui ont accueilli beaucoup d'apprentis. Et tant mieux, on était encore à 50 000, 60 000 il y a 5-6 ans. Donc ça veut dire que... Je vais beaucoup plus loin. Ça veut dire que malgré tout ce qui se passe aujourd'hui et malgré le discours négatif que je peux avoir là ce matin, enfin, je suis entre l'optimisme et le négatif. Vous avez vu ce matin, je suis très optimiste, réaliste dans l'âme. Eh bien, nos métiers attirent les jeunes et attirent les gens en reconversion parce que ce sont des métiers qui ont une valeur, une psychologie environnementale que tout le monde a aujourd'hui. Sauver la planète, l'écologie, l'environnemental, tout le monde l'a. Eh bien, on est gâché par j'allais dire, des gouvernements successifs, ou alors je crois qu'il faut aller taper beaucoup plus haut maintenant, et ce qu'on a essayé de faire que les ministères, c'est déjà à Matignon, mais je crois que tout se passe un petit peu plus haut encore, et tant qu'on n'aura pas décoincé les convictions élyséennes, ça sera très compliqué pour le monde du logement. D'ailleurs, il y a pas mal de jeunes qui circulent dans les couloirs. Jean-Christophe Repon, pour répondre à cette question également. Pour l'artisanat du bâtiment, nous, on sait qu'on a détruit 28 000 emplois l'année dernière et qu'au départ, on a espéré la création de 200 000 emplois par rapport à la transition énergétique. Donc nous, on va finir, nos hypothèses sur cette année, c'est finir entre moins 4 et moins 6% d'activité encore une nouvelle fois pour la deuxième année consécutive. Et on peut mettre en complémentaire les 110 jours qu'on avait de carnet de commande il y a encore 1 an et demi, 2 ans, et là on est actuellement à 68 jours de carnet de commande. Et en tant qu'électricien, nous sommes moins bien que 68 jours. Quand on met 68 jours de moyenne, c'est qu'il y a le couvreur qui est au-dessus et qui a 2 ans de commande. Donc 68 jours, ça commence à devenir très tendu. Et c'est pour ça qu'on est en récession, mais pas totalement en crise encore, et que nos artisans résistent, mais sont fatigués de résister. Voilà. Et c'est vrai qu'on a des voyants qui peuvent nous donner de l'optimisme. On a notamment la vente de l'immobilier qui a repris, et des voyants qui vont nous donner sûrement quelques activités d'ici 6 mois à 1 an, et on a une génération qui donne du sens à son métier de demain, et hommes et femmes vont rejoindre de plus en plus l'apprentissage, et j'espère l'entreprise artisanale du bâtiment. Donc on a des sources d'optimisme, parce qu'on a des métiers qui donnent du sens au quotidien de nos salariés ou de nos futurs chefs d'entreprise. Donc on va aider à rénover, à sauver la planète, à améliorer l'habitat, à mieux vivre l'habitat, mais également aussi à accompagner au mieux nos anciens pour les garder le plus longtemps possible dans un confort d'habitat. Donc on a des piliers qui sont essentiels, et quand on cherche des métiers, et la génération Z le dit régulièrement, trouver du sens à son métier, travailler en proximité, bien vivre de son métier, on cadre, nous, l'artisanat des bâtiments, l'ensemble de ces éléments pour avoir de plus en plus de jeunes et jeunes femmes qui rejoignent le métier de l'artisanat du bâtiment. C'est vrai qu'il faut penser aussi aux jeunes femmes. C'est important de le préciser. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? N'hésitez pas à prendre le micro. Il y a une question. Bonjour. Bonjour, Aude Gentil, je travaille chez Politico. J'avais une question au sujet des pompes à chaleur. Est-ce que vous avez une réaction tout d'abord à l'étude de l'ADEME qui est parue ce matin et qui montre que les PAC sont vraiment performantes, et également par rapport à vos ventes de cette année, elles sont encore en baisse, mais moins en baisse. Oui. Est-ce que vous vous dites que donc peut-être la reprise est bientôt là, ou quelles sont vos perspectives ? Merci. Alors, sur le plan technique, et puis je te laisserai compléter, José, sur les ventes via la distribution professionnelle. Oui, c'est un produit de qualité, il l'a démontré, et cette étude de l'ADEME est une de plus pour montrer que ce sont des produits qui accompagnent de façon cohérente la transition énergétique. Alors il peut y avoir des débats de supra-experts sur tel ou tel point,
Mais globalement, ça trouve sa place. La difficulté que l'on a, c'est que c'est une technologie qui est plus chère. Et aujourd'hui, tant qu'on a une énergie qui n'est pas en faveur, ou en tout cas qui ne flèche pas naturellement vers un système à consommation électrique, faut être très clair, avec un prix du gaz qui reste assez compétitif, ça va être difficile. On est tous pareils, quand on a 1 euro à investir, on regarde bien sûr le coût de son investissement et de sa rentabilité. Certains sont plus sensibles à la rentabilité long terme, d'autres moins. Donc tout le débat est là. Est-ce que j'accepte de regarder le sujet sur globalement le coût d'investissement et l'utilisation et l'exploitation de mon système, ou est-ce que je regarde uniquement l'investissement? Donc c'est... Globalement, tant qu'il n'y aura pas de choix de politique complémentaire ou d'accompagnement complémentaire, la pompe à chaleur va avancer, mais du coup sur des volumes plus restreints. Tout ça pour répondre à votre deuxième point. Sur les volumes de l'année, on a eu, donc toujours sur la pompe RR, un marché légèrement décroissant. Du côté des industriels, José complétera du côté de la distribution, mais relativement stable dans cette décroissance lente. Sur les pompes à chaleur RO, on a eu un très mauvais premier trimestre qui se sont compensés par un bien meilleur deuxième trimestre. On va voir ce que les mois qui viennent vont nous permettre de sortir comme volume, toujours avec les mêmes remarques sur cette difficulté de faire le pas de l'investissement. Je vous laisse compléter, José. Oui, alors merci pour votre question. Bon, on m'avait recommandé de rester complaisant, donc je vais essayer de garder des commentaires trop acerbes sur le sujet, mais il se trouve qu'il y a quelques jours, je participais à une soirée dans laquelle les gens de l'ADEME sont intervenus pour nous expliquer qu'effectivement allait sortir très prochainement ce fameux rapport dont vous parlez. La première remarque que je voudrais faire, c'est qu'on n'a quand même pas besoin, on n'a quand même pas attendu après l'ADEME pour savoir que les pompes à chaleur RO en particulier sont plus performantes que tous les autres outils de chauffage que l'on utilise. Bon, je fais cette remarque, vous comprendrez ce que je veux dire par là. La deuxième remarque, plus concrètement, effectivement, on a connu en 2024 une baisse des pompes RR, pour reprendre l'exemple de Stanislas, qui allait jusqu'à moins 36%, et on est seulement à moins 10, moins 11% depuis le début de l'année. Donc il y a une relative stabilisation du chiffre. Enfin, c'est moins 11 par rapport à moins 36 quand même. Hein. Ne nous l'aurons pas. Alors, si aucune bêtise n'est faite, comme ce qui vient de nous être démontré, par exemple, il n'y a pas très longtemps sur les panneaux photovoltaïques, où on est parti d'une très bonne idée pour la transformer, parce qu'on a mal opérationnalisé le sujet, en catastrophe pour le marché. C'est-à-dire qu'on a dit, il y a 6 mois environ, qu'on allait baisser le taux de TVA sur les panneaux photovoltaïques à 5%, sauf que une annonce anticipée de cette nature fait que le marché freine sur ses 4 pieds sur le sujet en attendant la baisse de la TVA. Donc pendant 6 mois, on a eu un ralentissement évident de l'activité sur cette famille de produits, pour ensuite apprendre qu'effectivement les conditions d'éligibilité à l'obtention de ce taux de TVA étaient telles qu'aucun des fabricants actuellement présents sur le marché, et pourquoi pas d'ailleurs, n'était en capacité de répondre à ce taux d'éligibilité, sauf une société française, une société canadienne, bon, peu importe, mais étant entendu que ce taux d'éligibilité tel qu'il est écrit, il ne va faire que la courte échelle aux produits chinois qui ne manqueront pas d'arriver très prochainement sur le marché avec des prix et des performances au moins équivalentes à celles qui sont exigées pour avoir le taux de baisse de la TVA. Donc ça fait partie des... Je ne vais pas dire des conneries parce que je ne vais pas dire de gros mots, mais ça fait partie des bêtises qu'il ne faut pas reproduire sur la pompe à chaleur. Si la pompe à chaleur doit être aidée, elle doit être aidée intelligemment et dans la durée pour que ne se reproduise pas de telles inepties telles qu'on en a connues. Alors, j'ai cet exemple, je pourrais vous en citer d'autres, hein, mais je vais rester complaisant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, madame a une question. Bonjour et merci pour les échanges intéressants. Donc Martine Takaïch-Fischer, société Wiesmann, groupe Carrier. La question est la suivante. Comment faire pour relancer la dynamique auprès des particuliers en apportant de la lisibilité et sans être au tout pompe à chaleur? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce sentiment qu'ont les particuliers, c'est de dire je dois changer mon générateur, ce sera de la pompe à chaleur, sinon rien, alors que la pluralité des solutions est existante.
Peut-être, et après je laisserai les spécialistes. Tu vas y aller, toi. À chaque cas d'usage, sa réponse. Il faut arrêter de dire 100% l'un, 100% l'autre. C'est absolument pas la façon dont il faut aborder les choses. Il faut beaucoup de pragmatisme. Encore plus en rénovation qu'en neuf. En neuf, on est contraint par une réglementation. On répond à la réglementation. J'ai tendance à dire qu'on n'a pas beaucoup le droit de citer. En rénovation, on est devant des cas d'application qui correspondent à des situations extrêmement variées et qu'il faut savoir répondre à ce qui est attendu. Je vois mal aujourd'hui encore la pompe à chaleur s'installer en immeuble haussmannien. Voilà, tout le monde aura compris. Donc un peu de pragmatisme autour de tout ça. Donc quand on parle du sujet, il y a plusieurs capacités ou solutions qui sont capables de répondre, qui sont tout à fait intéressantes. Sans les citer, que ce soit l'hybridation, que ce soit les chaudières à haute performance, quand on n'a absolument pas de capacité à pouvoir installer une PAC pour plein de raisons. Donc gardons cette mixité, je pense qu'encore plus en rénovation qu'ailleurs. Oui, et puis pour parler sur le terrain, puisque c'est un secteur qui me parle, puisque avant d'être président de la Fédération française du bâtiment, je suis plombier chauffagiste en Périgord, et donc évidemment il y a de toutes petites zones urbaines, hein, mais aussi beaucoup de zones rurales, donc oui, chaque cas doit être adapté, et c'est une étude à chaque fois que l'on doit faire. Alors oui, c'est assez compliqué d'être chauffagiste dans nos secteurs plus ruraux, parce qu'il faut, oui, qu'on ait au moins 4 RGE différents, hein, entre, oui, les chaudières gaz, on en fait encore, hein, désolé pour ceux qui pensent que c'est pas, mais en tout cas c'est efficace, hein, aujourd'hui. Encore, il faut avoir un RGE sur la pompe à chaleur, sur les pompes à chaleur, sur aussi les chaudières bois, sur lesquelles on vient pareil, comme l'isolation, de couper en rénovation geste par geste les subventions à nos clients. Donc là aussi c'est perdu, ils sont totalement perdus. Donc voilà, donc il faut 4 RGE. Et là-dessus, voilà, on doit être aussi, nous les professionnels, on nous prend souvent on nous caricature un petit peu pour des conservateurs, ce conservatisme de la profession du bâtiment. Non, moi je dis, c'est nos pragmatisme. Oui, mais sont éclairés. Nos entrepreneurs et artisans sont agiles et ils réfléchissent, ils sont capables aussi de proposer des solutions et quelquefois même de conseiller l'isolation avant de changer des produits, comme vous le dites. Et ça, oui, ils sont formés par FIBAT, par toutes ces choses-là et par nos fédérations. Je veux dire, tous les jours, on fait des sessions de formation pour eux. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut insister, sur ce montée en compétences et cette mixité. Moi, les lobbyistes qui viennent me voir, pas tous les jours, mais presque, et qui me dirigent vers une seule énergie, bon, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je les renvoie à 10 mètres, hein, comme on dirait dans d'autres secteurs. Et je leur dis non, il faut la mixité, parce que les constructeurs français s'y sont mis. Constructeurs de pompes à chaleur, constructeurs de chaudières, constructeurs tout ce qui se fait, de chaudières bois, etc., etc. On leur dit, ça fait 10 ans qu'on leur dit investissez, ils investissent, et aujourd'hui ils se demandent s'ils vont enfin pouvoir ouvrir leurs usines. Moi je trouve que ça c'est scandaleux. Toute la filière, elle est aujourd'hui sur la corde raide, et il faut que ça change avec ce nouveau gouvernement, ou en tout cas on peut pas attendre 2027, c'est clair. Compléter. Allez-y, bien sûr. L'important, oui, José. Vas-y. Juste, l'important, c'est de savoir comment on tient la trajectoire énergétique de 2050. Si la bonne énergie au bon endroit, c'est une mixité sur de l'hybridation, il faut s'y autoriser. Et sortons du dogme de la pompe contre la chaudière, de l'électrique contre le gaz, etc. Chaque cas est différent, chaque travaux est différent, donc c'est pour ça qu'il faut écrire ce parcours de rénovation et qu'il faut le construire ensemble. Et on améliore et on adaptera et l'isolation et la ventilation selon le procédé et la capacité qu'on aura. Et tu l'as dit tout à l'heure aussi, un élément essentiel, c'est aussi le pouvoir d'achat, quoi. Moi, je veux bien qu'on pousse une toute énergie, mais il faut aussi qu'on ait la capacité de pouvoir la payer au bout du bout. Donc il faut être respectueux des finances publiques, des pouvoirs des particuliers, d'engager une rénovation. Et donc si on veut un élan collectif, il ne faut pas le vivre comme une contrainte, mais comme une capacité d'améliorer son habitat et de mieux vivre son quotidien. Et ça, je pense qu'il faut une mixité énergétique intelligente.
En 2 mots pour vous rassurer, pour ce qui concerne la Fédération Coelis, de par la diversité de nos administrateurs, tantôt dans l'électrique, tantôt dans le tout électrique, tantôt dans le gaz et l'électrique, nous on est obligés et on trouve ça assez confortable de prôner une sorte de neutralité énergétique entre le gaz et l'électricité, donc pas de parti pris. Chaque innovation dans chacune des énergies est bonne à prendre et on l'exploite comme elle doit l'être à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. On vous passe un micro tout de suite. Alors, allez-y. Cyril Maury de Terme-Presse. Juste pour monsieur Repon, là, pour vous préciser l'idée, comme il n'y a plus trop de sous dans les caisses de l'État, que ça ne va pas s'arranger en 2026, que la rénovation globale d'ampleur à 30 000 € par maison, ça ne va pas vraiment le faire sur les personnes précaires. Est-ce que vous ne sauriez pas, c'est l'idée de votre parcours dans le temps, d'arrêter carrément la rénovation globale, de tout mettre sur le monogeste avec un engagement de plusieurs monogestes avec un calendrier et de rajouter des C2E qui reste le seul truc qui peut encore fonctionner demain? Dans notre démarche, il est évident qu'il faut garder une enveloppe budgétaire pour pouvoir avoir un accompagnement auprès des particuliers et qu'il faut mieux répartir cet accompagnement. Quand on voit l'arrêt du mois de juin à cause de l'enveloppe de la rénovation dite globale, c'est 500 millions de monogestes et 2,6 milliards de rénovation globale. Donc si on ne répartit pas mieux l'effort collectif de l'État avec une intelligence de stratégie à long terme pour respecter les finances publiques et accompagner au mieux les particuliers, oui évidemment, il me semble opportun que de mieux répartir l'enveloppe budgétaire. Mais dès le départ, la CAPEB l'avait dit, on nous a stigmatisés comme des gens qui ne voulaient faire que de la chaudière et du monogeste contre la rénovation globale. Non, on a dit qu'on n'aura pas les moyens de faire. Et si on voulait massifier, c'était l'idée première, de toucher le maximum de particuliers, il fallait mieux répartir l'effort. Et on voit bien que l'accélération qu'il y a eu, ou je veux dire la générosité de l'offre, ou l'embellie qui a été faite par quelques-uns, elle n'a pas profité à la majorité. Donc il faut mieux, me semble-t-il, répartir l'enveloppe générale. Mais il faut une enveloppe pour cela. Est-ce que d'autres personnes veulent poser une question dans le public? N'hésitez pas, c'est le moment. Les 4 présidents vous écoutent, allez. Non, juste revenir sur une proposition qui a été faite la semaine dernière par le président des intercommunalités de décentraliser, il y a une proposition de loi qui est faite, décentraliser MaPrimeRénov' à titre expérimental pendant 2 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va dans le sens justement peut-être de plus proche du terrain, moins dogmatique? Donc sur la décentralisation des aides. Plutôt favorable, je laisse la parole à Olivier, plutôt favorable à une déconcentration, je veux dire qu'il y ait une intelligence de territoire, oui, mais qu'il y ait une stratégie nationale, c'est quand même important d'avoir une vision nationale d'une stratégie de la rénovation avec une spécificité territoriale, parce qu'il y a aussi des spécificités dans la rénovation énergétique territoire par territoire, mais il faut y laisser, pas toute responsabilité. Il nous faut quand même une stratégie nationale et remettre de l'intelligence dans les territoires me paraît pertinent, notamment aussi pour lutter contre la fraude, puisque quand on est en territoire, on connaît bien la proximité. L'entreprise qui vient se faire 600 km pour changer une pompe à chaleur, il y a souvent des problèmes. Est-ce que vous vouliez... Oui, mais c'est la non-consultation en fait des sachants, c'est-à-dire des organismes d'entreprise, entrepreneuriales, qui manquent. Ce déficit entre les ministères, les conseillers des ministères, ceux qui rêvent un peu de mesures ou de réglementation, et qui ne savent pas ce qui déjà existe sur le terrain. Ça, c'est la première des choses. Parce que c'est une certaine décentralisation, elle existe. Il y a des ANA régionales, il y a des agences dans beaucoup de PCI, alors je dirais pas la moitié, mais en tout cas, mais depuis 20 ans, dans des communautés d'agglomération qui ont créé leurs services pour accompagner, en général, oui, les Français, nos clients les plus faibles au niveau décisionnel, ou les personnes un peu plus âgées, pour leur conseiller dans leur parcours justement de rénovation énergétique. Ça fait 20 ans que ça existe. Alors, la décentralisation, elle existe, et aujourd'hui, c'est vrai, ils sont complémentaires à ce fameux accompagnateur Rénov'. On a mis ça en place sans nous consulter, en disant, voilà, on va faire comme ça. Effectivement, quelqu'un qui est basé à Brest va aller faire une rénovation énergétique, je sais pas, à Bastia ou à Strasbourg. Des trucs complètement ridicules que n'importe qui pourrait se dire, il y aura un problème pour
quelques milliers d'euros, je crois que c'est 2000 euros, je sais pas combien, pour faire cette prestation-là, c'est impossible. Donc il y a des choses qui sont mises toujours d'une façon non concertée sur les territoires. Donc la décentralisation, j'allais dire, a priori, pourquoi pas, mais l'influx doit être national. Pourquoi ? Parce que les lois, les règlements, la normalité, les réglementations, elles sont votées par l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc on est en France. Bon, quand on aura des landers régionaux comme en Allemagne, on verra comment cette compétence pourrait être, j'allais dire, amenée au niveau régional. Mais ne proposons pas toutes ces choses-là avec des gens très intelligents qui vont vous parler sûrement mieux que nous 4 réunis, qui ont fait Sciences Po, ENA et HEC en 3 semaines. Ça, c'est très bien. Mais aujourd'hui, il faut aller consulter sur le terrain ce qui se passe. Oui, aller sur le terrain. D'autres questions ? Est-ce qu'il y a encore une question ? N'hésitez pas. Alors moi j'ai une question pour vous messieurs, qu'est-ce que justement le forum Rénodez, là c'est la seconde édition, vous apporte, comment le forum vous aide justement à agir, à répondre à tous les enjeux de cette rénovation énergétique et les problématiques du secteur qu'on a évoquées. Qui veut commencer ? C'est une question difficile. Hein. Eh oui, mais il faut y répondre, c'est le plus dur pour la fin. Alors moi la vertu que je trouve à ce type de manifestation, c'est de permettre un échange vraiment très approfondi avec les différents acteurs qui sont engagés dans ce processus de rénovation, de pouvoir ajuster, tester les idées que chacun d'entre nous peut avoir sur ce qu'il convient de faire demain pour que ça aille mieux, et de se rendre compte qu'à l'évidence, on est à peu près d'accord sur le constat. On n'est pas loin d'être d'accord sur les solutions qu'il faut mettre en œuvre pour que demain, les choses aillent beaucoup mieux. On attend maintenant des instances gouvernementales qui nous gouvernent, oui. Qu'elles prennent en compte ces revendications et qu'on cesse les mauvaises idées du type de la dernière mauvaise idée qui vient d'être citée concernant la décentralisation de MaPrimeRénov'. De notre côté, c'est démontrer que la rénovation, c'est bien un sujet de filière et que c'est un sujet de filière qui s'organise et qui fait en sorte de rendre possible. C'est ce qu'on voulait aussi bien marquer par notre intervention commune. C'est pas les industriels qui fourguent le matériel d'un côté, des installateurs qui essaient désespérément de faire leur travail de l'autre et des distributeurs qui, au milieu, se débattent. Non, c'est vraiment une filière qui s'organise et qui en plus porte d'une seule voix les enjeux de la période. Et nos enjeux de la période, ils sont là. Hein, c'est dire globalement à nos députés, à nos partis politiques, arrêtez vos batailles transpartisanes, arrêtez vos luttes intestines, écoutez la France parler, écoutez les industriels, écoutez les installateurs, écoutez les distributeurs qui en ce moment sont en train de souffrir. On en ras-le-bol de voir que globalement ils ne pensent qu'aux élections, aux prochaines élections, alors qu'on est tous en train de vivre des moments difficiles et que pourtant on est sur une filière qui est pleine d'espoir puisque se loger est un besoin primaire et que les Français ont besoin d'un logement de qualité. Moi, je vote Stanislas. Merci beaucoup. Vous vous présentez ? Vous avez ma voix de fait. Non, c'est exactement ça. Le Rénodez est aussi une chambre d'écho pour pouvoir porter la voix de la filière. Si nous avons fait cet exercice avec vous aujourd'hui, c'est pour prouver qu'on était d'accord sur ce qu'on a exposé devant vous et que l'ensemble de la filière va se battre pour le porter au plus haut. Maintenant, il faut qu'on ait une dynamique commune, une stratégie partagée aussi par les gouvernants. Et c'est vrai que le spectacle actuellement que l'on vit, les difficultés qu'on a à porter nos idées, si on les porte ensemble sur le prochain gouvernement, quel qu'il soit, on aura peut-être des résultats. Il ne faut pas tarder puisque on a quelques voyants qui nous disent que ça pourrait aller bien. Et il ne faudrait pas grand-chose pour qu'on puisse reprendre une dynamique de travail et d'activité intéressante, d'emploi et de rentrée sociale et fiscale. Et donc là, ils peuvent faire confiance pour mon coup à la CAPEB, mais je pense à l'ensemble de la filière qui s'est exprimée sur l'ensemble des sujets aujourd'hui et on est tous d'accord sur ces sujets-là. Olivier Salan. Moi, je ne vais pas reprendre tous les sujets qui ont été abordés parce que oui, on est tous d'accord à 100% ou à 99,999%, mais ça, c'est pour
nos petites relations avec Jean-Christophe, et ça plaît à tout le monde. S'il y a 0,1, on est bon là. Ouais, ça va, c'est infime. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui est bon, quoi. C'est validé. Ça nourrit votre différenciation. Exactement. Il en faut toujours un peu. On a tous le sourire et c'est ça qui est génial. Moi, je vais recentrer sur Renault Days. En fait, moi, j'espère qu'il y aura un Renault Days numéro 10, un Renault Days numéro 20 dans 20 ans ou dans 18 ans, etc. Parce que la chose qui est un peu dommage aujourd'hui, et quand j'ai parcouru les allées, mais on aurait dû être 5 fois plus qu'il y a 2 ans. Hein, donc ici il y a les acteurs majeurs et nous on est là, enfin bon, de la filière construction, et il y aurait eu les promoteurs, il y aurait eu la FNAIM doit être dans les coins, j'ai vu des logos, il devrait y avoir les notaires, il devrait y avoir les économistes. Alors il y a la FNAIM, hein, voilà, mais je l'ai vu. Il y a l'UNIS, il y a l'UNIS, il y a voilà, tous ceux qui sont voilà un peu dans notre giron, constructeurs, fabricants et aussi distributeurs, mais aussi beaucoup d'entreprises qui montent. Il y en a quelques-unes, j'ai vu la fenêtrière là-bas, qui montent leur nouvelles technologies ou ces choses-là qui vont parce que la France est un pays de start-up. Tous les start-upers qu'il y a là-bas, c'est pareil. Attention, si on dégrade la volonté de vouloir rénover notre pays au niveau énergétiquement, les start-upers, c'est pas 12 ou 20 qu'il y en aura, c'est plus que 3 dans 2 ans et peut-être que 0 dans 4 ans. Donc ce dynamisme aussi, ce génie à la française que l'on voit aujourd'hui, qui est capable de rebondir, d'être présent sur un salon comme ça, alors que c'est le merdier au niveau de la politique du logement. Je dis un gros mot, tu vois. Je dis. Et franchement, c'est ça qui donne, c'est ça la politique à la française. Et en tout cas, il faut compter sur les entreprises, les salariés et tous les organismes. Quelques organismes d'État qu'il faut tout le temps bouger, et on le sait, parce qu'on pourrait beaucoup plus critiquer. Tu t'es retenu tout à l'heure, mais moi aussi, on s'est tous retenus un petit peu. Mais on est positif, on est optimiste pour l'avenir, donc c'est pour ça. Donc moi, voilà, je souhaite longue vie à Renault. Ça voudra dire que la rénovation énergétique, à un moment donné, comme dirait l'autre, elle va aller dans le bon sens. Et on peut déplorer, comme tu le disais ce matin, l'absence totale de politique sur ce salon. Oui. J'ai déjà cité l'Élysée, mais bon, je ne vais pas citer les autres. On ne va pas les charger plus, quoi. Ils sont sur les affaires courantes. Moi, je veux bien qu'on les attaque là. Sur les décisions avant, oui, mais pas aujourd'hui. Mais justement, ils pourraient nous écouter. Les pauvres, ils vont nous écouter. Ils vont nous écouter, j'espère. Bien sûr. Merci pour ces échanges francs, constructifs, denses. Ce qu'on retient à cette table ronde, au-delà du fait que vous déplacez les foules, messieurs, c'est que au-delà des difficultés conjoncturelles, structurelles, la filière, vous l'avez dit, reste unie. Mobiliser autour d'un même cap, massifier la rénovation, sécuriser le parcours des ménages et renforcer la confiance des professionnels. Merci Jean-Christophe Repon, merci Olivier Saleron, merci Stanislas Lacroix et merci José Préto pour cette table ronde qui est à retrouver évidemment. Je rappelle que c'était un temps fort de cette seconde édition de Renault Days, une séquence inédite que vous pourrez retrouver évidemment en ligne sur Radio Imo, Radio Territoria et le YouTube Bâtir Radio, et on reste en direct de ce forum pendant 2 jours avec encore des échanges passionnants. Restez connectés. Renault Days, le forum de la rénovation énergétique globale et performante des bâtiments sur Radio Imo, Bâtir Radio et Radio Territoria.